pour pouvoir animer la table ronde sur compétences et gestion des talents. Merci beaucoup, Benoît. Donc, en effet, cet axe est présenté sous l'angle à la fois vision entreprise et également avec la vision des étudiants. Je vais en fait adresser plusieurs sujets et c'est un axe qui est fort intéressant dans le contexte actuel où il y a un fort besoin d'attractivité, un fort besoin d'évolution aussi de ce métier. Et donc, je vais vous présenter les résultats de cette étude et interroger ensuite les personnes qui sont prévues dans la table ronde que vous allez découvrir. Alors, les personnes qui seront interrogées donc, sont Ludovic, qui est donc du cabinet de recrutement Hayes, France et Luxembourg. On aura également l'étudiante Anouk, qui est devant moi, qui est du master CARF et qui sera le porte-parole de plusieurs étudiants qui ont été collégialement en fait interrogés et qui se font également porte-parole via Anouk. On aura Eric, qui est le directeur du contrôle de gestion et qui a aussi plein d'autres métiers parallèles, comme il le disait en préparation, au sein de France Télévisions. Et puis Marie-Pierre, Marie-Pierre Lafont, qui est de chez Orange et qui a un rôle assez nouveau, puisqu'en fait, vous verrez qu'elle est responsable du développement des compétences en finance. Donc, au niveau de l'étude, on reviendra en fait sur cette partie de résultats, bien sûr, lors de la table ronde. Donc, on a en fait des messages clés à vous partager, notamment en fait sur la partie des compétences qui ont évolué. Et on a pris en base de référence en fait l'étude précédente qui datait de 2021 et qui était notée sur 3 axes, où on voyait que la technique était à l'époque à 28%, les métiers à 38% et la partie managériale à 34%. On voit qu'il y a une forte évolution et une tendance plutôt à la baisse sur la partie technique. Pourquoi cette baisse? Principalement parce qu'on considère déjà que dans les écoles, on apprend et on arrive en fait, bien sûr dans la vie professionnelle, paré avec des bonnes fondations et un bon socle technique préalable forcément pour démarrer. On a aussi moins besoin, de par le guidage des outils, de rentrer dans la technique, puisque beaucoup se fait via la technique. À partir du moment où on comprend déjà la théorie, les concepts, et qu'on a bien en fait appris les fondations, on est tout à fait à l'aise pour pratiquer les outils et le vocabulaire qui est bien sûr dans ces outils. Donc, ce qui a changé principalement, ce n'est pas non plus les métiers, mais c'est la partie compétences comportementales qui intègre la dimension managériale, et on va y revenir lors de la table ronde. Je continue sur les principaux résultats et on va passer le maximum de temps sur la table ronde, ce qui est le plus important, je pense, en fait, pour les échanges. Donc, sur cette partie, je vais plutôt commenter le tableau du haut, en fait, le petit graphe du haut, où on voit en fait que la partie, sans surprise, que les conditions de travail représentent un élément important de l'attractivité, de ce qui fait venir en fait un profil en entreprise. Bien sûr, et ça ce n'est pas une surprise, le télétravail et le sens, les responsabilités que l'on va proposer au candidat qui est en poste ou qui souhaite en fait rejoindre votre entreprise. Donc, la gestion des talents, l'attractivité des talents se fait aujourd'hui en fait non pas seulement sur le salaire, les conditions de travail ou le poste. On a en fait plusieurs critères qui rentrent en ligne de mire. Et on aura sur ces sujets-là, bien sûr, des témoignages de différentes personnes qui vont pouvoir en fait l'alimenter. Je vais assez vite sur les résultats de l'étude pour respecter le timing. Au niveau de la partie donc carrière et j'appelle ça les passerelles que vous pouvez observer en fait sur ces différents graphiques, vous avez la représentation à la fois étudiant et métier en fait qui est assez proche quand on le regarde, avec donc des passerelles assez naturelles et d'autres plus étonnantes, mais on voit que le contrôle de gestion semble mener à beaucoup de métiers et semble même être un tremplin à de très beaux postes. Et
Et nous aurons également la vision métier et étudiants juste dans quelques minutes. Sans plus attendre, je vais m'asseoir auprès des personnes que j'interviewe au niveau de la table ronde et je vais continuer donc avec les témoignages. Je vais commencer par Ludovic. Donc Ludovic, par rapport à tout ce qui est justement soft skills, j'ai parlé de la technique, mais ce n'est pas le plus important comme on l'a vu. Sur la partie plutôt soft skills comportementales, qu'est-ce que vous avez observé, vous, en fait, en tant que cabinet de recrutement, comme étant des nouveautés et ce qui peut en fait animer les différences en fait, et ce qui a pu changer? Eh bien, merci, bonsoir à tous. Ravi d'être partagé notre expérience de recrutement en finance. D'abord, je voudrais dire que vos résultats sont assez cohérents par rapport à ce qu'on observe nous, sur une échelle nationale. Aujourd'hui, on est présent partout en France et on a une soixantaine de personnes qui recrutent pour les directions financières. Et je ne peux pas vous dire que les recrutements en contrôle-gestion sont majoritaires par rapport au volume de postes qu'on traite, mais ça augmente d'année en année. C'est toujours la compta qui reste les premiers gros volumes de recrutement. Cela dit, quand on observe sur vos graphes et sur les retours que les compétences métiers aussi augmentent, ça donne du sens parce qu'on demande de plus en plus aux contrôleurs de gestion, que ce soit des jeunes étudiants qui arrivent sur le marché de l'emploi ou alors des seniors, d'avoir une bonne compréhension des domaines, des métiers contrôlés. On parle d'industrie, on parle de secteur, on parle de services, on parle de tous ces différents métiers. Et c'est vrai que les compétences comportementales, les soft skills, les compétences humaines, il y a différents termes qu'on observe et dont on parle assez régulièrement, sont beaucoup demandés de la part de nos clients. Que ce soit des PME, que ce soit des grosses ETI, des petites ETI, des groupes du CAC 40, on préfère recruter des personnes qui ont la vocation, l'amour du métier. Là encore, on a différents termes, mais les yeux qui brillent, c'est un peu pour nous, les recruteurs, cet élément qui va faire la différence. Et tout ça, on va le voir aussi au travers des choses aussi simples comme la capacité à s'exprimer. Nous, en entretien, on va passer beaucoup de temps à observer la manière dont les personnes communiquent. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est concis? Un candidat qui peut expliquer des concepts un peu complexes avec une très grande pédagogie, ça va être des choses qui vont vraiment nous intéresser. Quand on projette le métier d'un contrôleur de gestion, c'est quelqu'un qui va s'adresser à des non-financiers et qui va devoir avoir une très bonne compréhension, une très bonne capacité de synthèse. Voilà, donc c'est pareil, la synthèse dans un entretien de recrutement, pour nous, ça c'est important. Un autre caractère important aussi, c'est la confiance en soi. Et ça, la confiance en soi, c'est quelque chose qui se travaille. C'est pas quelque chose que l'on a quand on arrive sur un milieu professionnel, surtout quand on commence dans cette jungle qui est l'entreprise. Le respect, la collaboration, sont des exemples qui sont pour nous très, très importants dans des expériences. Et pour les étudiants, le conseil que je pourrais donner, c'est de vraiment aborder des stages, des projets d'entreprise, des projets d'école aussi, qui parfois sont de très très bons ambassadeurs quelque part de ces compétences. L'écoute active aussi, ça c'est des choses qui pour nous sont très importantes. Et puis je dirais la curiosité. Aujourd'hui, avoir un collaborateur qui va à la rencontre des opérationnels, d'un directeur de production, d'un directeur commercial, et essayer de comprendre à quoi servent finalement tous ces chiffres et tous ces reportings, ça, c'est des choses qui sont importantes. Je finirai par deux choses, toutes bêtes. L'envie. L'envie, la passion, l'amour du métier, je le redis, mais ça, ce sont des choses qui sont pour nous, recruteurs, très, très importantes. Merci Ludovic. Je pense que c'est un très bon, en effet, une bonne entrée en matière pour laisser également Marie-Pierre compléter avec la vision de l'entreprise. Oui. Bonsoir à tous. Donc, merci aussi de participer à cette table ronde ce soir. Je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Ludovic. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ce qu'on peut voir, pour apporter un éclairage aussi complémentaire, le pourcentage peut paraître faible des compétences techniques. En fait, c'est un prérequis.
C'est pas, il faut pas ça. On attend que, et je me tourne vers les étudiants qui sont en face de moi, les universités, les écoles vous apportent les compétences techniques. Voilà, c'est indubitable. C'est pas qu'elles sont moins importantes, vous devez les avoir. Et après, ce qui est important, c'est effectivement plus sur la partie comportementale. Je ne vais pas revenir sur tout ce que tu as mis en exergue. Moi, j'insisterai plus. C'est souvent un premier métier, le contrôleur de gestion, on l'a vu, hein, mais c'est aussi la capacité de changer, de s'adapter, de tenir compte de son environnement changeant, de tout cet écosystème changeant. Et ça, on le voit en ce moment et on l'a vu, le jeune contrôleur de gestion, ou même pas jeune, moyen aussi, on va dire moins jeune, doit vraiment savoir intégrer, se remettre en question. Alors, sans déflorer les deux autres tables rondes, mais qui vont venir derrière, mais c'est clair que tout ce qui se passe autour de la data et de la RSE sont des choses que le contrôleur de gestion doit intégrer. Et s'il n'a pas cette envie, comme tu disais, Ludovic, voilà, il faut absolument qu'il intègre le fait que il va devoir tenir compte de cette transformation et vivre et accompagner aussi cette transformation. Merci Marie-Pierre. Je vais me tourner vers Anouk. On a vu les critères ou les axes qui pouvaient être importants pour les étudiants, les attentes des étudiants. Quelle est la vision de toi qui fait porte-parole de plusieurs étudiants qui ont travaillé sur le sujet? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, bien sûr. Donc, au niveau des attentes des étudiants, ce qui est ressorti majoritairement, c'est que le salaire vient en premier. Mais dans les entretiens, quand on discute plus profondément avec les étudiants, on se rend compte que le salaire, c'est aussi une histoire de cohérence avec notre niveau de diplôme, avec d'où on vient, le degré d'exigence de notre formation aussi. Et qu'en réalité, les étudiants sont capables aussi de sacrifier une partie de ce salaire pour un environnement de l'entreprise qui est en accord avec comment ils se sentent et comment ils veulent être intégrés. Parce que sur les 2-3 attentes qui viennent juste après ce salaire, on a une évolution de carrière qui est très importante avec des demandes de feedback par rapport à leur hiérarchie. Et ça, c'est quelque chose qui valorise beaucoup chez leur futur employeur. Donc voilà sur les attentes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que du point de vue plutôt externe, sur la RSE et sur le secteur d'activité dans lequel s'inscrit l'entreprise, les étudiants sont moins sensibles au niveau des attentes, mais on a pensé aussi que, parce que ça revenait dans les entretiens, mais que c'était aussi une question parce qu'ils n'ont pas encore été intégrés dans des projets internes dans les entreprises, donc ils ne comprennent pas trop encore comment se placer dans ces projets et comment ils pourront être acteurs plus tard. Mais c'est aussi un sujet qui est revenu pendant les entretiens, même si un peu moins sur le quantitatif. Voilà. C'est vrai que les chiffres sur le RSE étaient presque surprenants. Oui, c'est vrai. C'était très bas, bizarrement, par rapport à ce que l'on peut voir quand on recrute les étudiants et les attentes qui sont posées directement en entretien. Une autre question, en fait, je m'adresse à Eric. Eric, sur les passerelles, les mobilités que l'on voit après avoir été contrôleur de gestion, qu'est-ce qui se passe? Alors, les contrôleurs de gestion aujourd'hui sortent de l'école, normalement, ils maîtrisent plein de choses, les outils, comme vous avez dit. Maintenant, c'est un requis, c'est un prérequis. Ils sont censés maîtriser aussi toute l'évolution de la CSRD et depuis toujours, ils font de l'analyse de données. Donc, en fait, ça ouvre énormément de portes. Quand on a un peu d'expérience en contrôle de gestion, après, on peut faire soit aller plus loin dans la direction financière, soit aussi aller vers les métiers. Chez nous, il y a des contrôleurs de gestion qui deviennent administrateurs de production. C'est carrément un autre métier, mais c'est toujours des chiffres. C'est souvent des métiers en relation avec les chiffres. Soit on peut aussi aller vers la gestion de filiales. On peut aussi aller vers la direction générale, la stratégie, la performance. Donc ça ouvre beaucoup de portes. Il faut juste être assez volontaire et être assez ouvert et se remettre en question en permanence. En fait, il ne faut pas remettre en question ses capacités et ce qu'on est capable de faire. Il faut remettre en question sa mise à niveau de l'exigence du marché et de l'entreprise. C'est juste ça. Et à partir de là, on peut aller un peu partout, et même dans des boîtes totalement différentes. Je vous rappelle que le contrôle de gestion, on en fait partout. Vous pouvez être contrôleur de gestion industrielle de petits pois, et puis demain, vous pouvez être dans les médias ou dans le pétrole. Il faut juste s'adapter, il faut bien comprendre l'activité. Mais une fois qu'on a bien compris l'activité et qu'on maîtrise tous les autres données, on peut après entrer dans l'opérationnel. Il y a énormément de métiers sur lesquels ça débouche. Donc c'est quand même une formation assez générale. Et puis on est souvent assez près des patrons de business quand on est dans le contrôle de gestion. Donc là aussi,
On peut devenir secrétaire général. Bon. Il y a énormément de passerelles. Après, il faut avoir une bonne base, une bonne expérience et avoir des prérequis importants. Voilà. Anouk, vous qui vous dirigez en fait au niveau de l'école, au niveau de ce métier, potentiellement, quel serait en fait derrière l'idéal en fait peut-être après avoir eu ce poste? Est-ce que vous avez ambitionné, quand je dis vous, autant des étudiants, est-ce que c'est peut-être un tremplin vers d'autres métiers, les métiers de vos rêves? Justement, la notion de passerelle pour qualifier comment le contrôle de gestion est vu chez la promo CARF et les étudiants qu'on interrogé, c'est très important parce que sur la population, il me semble qu'on est à peu près à 40% d'étudiants qui voient le contrôle de gestion comme un tremplin. Et la rubrique d'après, c'est un moyen d'acquérir des connaissances transversales sur l'entreprise. Donc on voit vraiment que ces deux choses sont liées. On a des étudiants qui veulent être intégrés dans le contrôle de gestion pour pouvoir comprendre et après accéder à d'autres métiers sur de la direction financière, mais après avoir compris comment s'inscrivait l'entreprise et ses spécificités. Voilà. Peut-être aussi, je pense, interroger Marie-Pierre sur le sujet qui a été donc sur un parcours d'abord de contrôleur de gestion et qui aujourd'hui s'occupe des talents et qui peut voir en fait justement ce sujet de près. Non, mais je te rejoins sur le fait que alors j'ai débuté jeune contrôleur de gestion et après j'ai dirigé des départements, mais j'ai fait de la compta en autre milieu, j'ai fait des IFRS, j'ai fait plein de trucs. Je me suis jamais ennuyée en tout cas. Non, mais sur le côté stratégique, ce que je dis toujours aux étudiants aussi, le contrôle de gestion est certainement, alors pardon pour les autres, hein, mais c'est mon avis, le métier dans un service financier le plus au cœur de tout et au plus proche de la stratégie. Et c'est à mon sens qui en fait son intérêt. Quand on est curieux, moi je pense que je suis curieuse, et tu l'as mis en avant aussi Ludovic, quand on est au courant de tout, après on peut voir les départements qui nous intéressent, les matières qui nous intéressent, on tisse des relations avec des personnes et ça nous donne envie de rebondir sur autre chose. Donc on a un énorme, si on sort de son bureau, on a un énorme relationnel quand on fait du contrôle de gestion. Voilà. Ça donne envie. Donc moi plutôt la RH maintenant, mais pourquoi pas. Exactement. Le contrôle de gestion mène à tout, c'est ça? C'est ça. Et d'ailleurs, Ludovic, vous voyez souvent des profils qui font du contrôle de gestion et qui après migrent? Oui, oui, on a moi, dans ma carrière chez Hayes, ça fait 22 ans maintenant, donc c'est vrai que j'ai un bon laps de temps derrière moi avec des carrières qui ont évolué. J'ai vu beaucoup de personnes en contrôle de gestion être aujourd'hui surtout direction financière, hein, avant toute chose, mais ça arrive aussi de voir des fonctions commerciales, par exemple, des fonctions de direction, quelques reprises d'entreprise aussi, parce que finalement le contrôle de gestion c'est du budget, c'est de la prévision, c'est réfléchir au coup d'après, c'est beaucoup de business plan. Oui. Donc on a quand même en contrôle de gestion une dynamique forte aussi sur l'entrepreneuriat quelque part, hein. Donc oui, ça amène vraiment à tout aujourd'hui et je dirais que c'est une base solide. Moi, je dis souvent aux étudiants que je rencontre dans beaucoup d'écoles, je veux dire, si aujourd'hui les formations que vous faites ne vous plaisent pas finalement, vous pouvez toujours arrêter et faire autre chose. Les fondamentaux que vous avez acquis, c'est pour la vie. C'est comme un tatouage, c'est indélébile et ça restera des bases pour l'avenir, quoi que vous fassiez. Exactement. Écoutez, je vais vous remercier pour cette première table ronde. Je vais inviter du coup en fait les participants à regagner leur place et à la deuxième table ronde de venir. Et donc je vais passer la parole à Olivier Riouet qui va animer la deuxième table ronde.